Dans cette interview, nous allons parler de l'astronomie en général, avec ChatGPT, qui va être notre interlocuteur. Je vais lui poser une centaine de questions pour en apprendre plus sur cet univers fascinant. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que l'univers? L'univers, c'est tout ce qui existe, l'ensemble de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. Il contient des milliards de galaxies et chaque galaxie a des milliards d'étoiles, des planètes et d'autres objets. On pense que l'univers a commencé avec une gigantesque explosion appelée le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Depuis, il ne cesse de s'agrandir et de changer. Imagine-le comme une immense toile qui continue de s'étirer dans toutes les directions, avec tout ce qu'on connaît et même ce qu'on ne connaît pas encore. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'une galaxie? Une galaxie est un immense ensemble d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire qui sont maintenus ensemble par la gravité. Une seule galaxie peut contenir des milliards d'étoiles. Par exemple, la Voie lactée, notre galaxie, abrite notre Soleil ainsi que des centaines de milliards d'autres étoiles. Les galaxies ont différentes formes. Certaines sont en spirale comme la Voie lactée, d'autres sont elliptiques, plus rondes ou ovales, et d'autres encore sont irrégulières, sans forme précise. En gros, c'est comme une ville d'étoiles dans l'immensité de l'univers. Peux-tu m'expliquer maintenant qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est une immense boule de gaz chaud, principalement composée d'hydrogène et d'hélium, qui brille grâce à des réactions nucléaires en son centre. Ces réactions produisent une énorme quantité d'énergie qui se manifeste sous forme de lumière et de chaleur. Le Soleil, par exemple, est une étoile. Il reste allumé parce que, dans son noyau, des atomes d'hydrogène se fusionnent pour créer de l'hélium, libérant de l'énergie. Cette énergie est ce qui éclaire et réchauffe notre système solaire. Les étoiles peuvent être de différentes tailles, couleurs et températures. Les étoiles plus petites sont souvent rouges et froides, tandis que les plus grosses sont bleues et extrêmement chaudes. Et avec une planète, c'est quoi la différence? La différence entre une étoile et une planète est très simple. Une étoile produit sa propre lumière et chaleur grâce à des réactions nucléaires dans son noyau. C'est une source d'énergie. Par exemple, le Soleil est une étoile. Une planète, elle, ne produit pas de lumière ou de chaleur. Elle est froide par rapport à une étoile et tourne autour de cette étoile. Par exemple, la Terre est une planète qui tourne autour du Soleil. En résumé, une étoile brille par elle-même, tandis qu'une planète reflète la lumière de l'étoile autour de laquelle elle orbite. Tu parlais tout à l'heure du Soleil, mais est-il fixe ou se déplace-t-il en permanence? Le Soleil ne reste pas immobile. Il se déplace en permanence à travers l'espace. Comme toutes les étoiles de la Voie lactée, il tourne autour du centre de notre galaxie. Le Soleil met environ 225 millions d'années pour faire un tour complet autour de la Voie lactée. En plus de ce mouvement, la Voie lactée elle-même se déplace aussi dans l'univers. Donc, le Soleil est toujours en mouvement, entraînant notre système solaire avec lui. Quel est l'âge du Soleil, de notre galaxie et de notre planète? Voici un aperçu des âges du Soleil, de notre galaxie et de notre planète. Le Soleil a environ 4 milliards et 600 millions d'années. Il est donc considéré comme une étoile de taille moyenne dans sa phase stable appelée la séquence principale. La Voie lactée, notre galaxie, a environ 13 milliards d'années. Elle s'est formée peu après le Big Bang, qui a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années. La Terre a environ 4 milliards et 500 millions d'années. Elle s'est formée à partir des débris qui entouraient le Soleil peu après sa formation. En résumé, le Soleil et la Terre sont plus jeunes que la Voie lactée, qui est déjà une vieille galaxie dans l'univers. Comment les chercheurs peuvent-ils dire avec précision le nombre de milliards d'années? Les chercheurs utilisent plusieurs méthodes pour estimer l'âge des étoiles, des planètes et des galaxies, ce qui leur permet d'obtenir des chiffres assez précis en milliards d'années. Voici quelques-unes de ces méthodes. 1. La datation par radioactivité. Les scientifiques mesurent la quantité de certains isotopes radioactifs dans des roches ou des météorites. Ces isotopes se désintègrent à un rythme connu, ce qui permet de calculer combien de temps s'est écoulé depuis leur formation. 2. L'évolution stellaire. En observant des étoiles similaires au Soleil, les astronomes étudient les différentes étapes de leur évolution. En connaissant l'âge des étoiles dans les amas d'étoiles, ils peuvent estimer l'âge de leur propre étoile. 3. L'âge des galaxies. Les astronomes étudient les populations d'étoiles dans une galaxie.
Les étoiles plus anciennes ont tendance à être de différentes couleurs et compositions que les jeunes étoiles. En analysant ces caractéristiques, ils peuvent déterminer l'âge moyen de la galaxie. 4. Les modèles cosmiques. Les scientifiques utilisent des simulations informatiques pour comprendre comment l'univers s'est formé et a évolué. Et cela aide à estimer l'âge de structures comme la Voie lactée. Ces méthodes combinées donnent des estimations fiables, même si des incertitudes peuvent exister. Peux-tu me donner toutes les planètes qui sont dans notre système solaire, dans l'ordre, à proximité du Soleil? Voici les planètes de notre système solaire, classées par ordre de proximité au Soleil. Mercure, 2 Vénus, 3 Terre, Mars, 5 Jupiter, 6 Saturne, 7 Uranus, 8 Neptune. Ces 8 planètes constituent notre système solaire, chacune ayant ses propres caractéristiques et particularités. Peux-tu me donner un moyen mémotechnique pour s'en souvenir? Voici un moyen mnémotechnique simple pour retenir l'ordre des planètes. Ma vieille tante mange juste un nougat. Chaque première lettre de la phrase correspond à une planète. M pour Mercure, V pour Vénus, T pour Terre, M pour Mars, J pour Jupiter, S pour Saturne, U pour Uranus, N pour Neptune. C'est une façon amusante et facile de s'en souvenir. Je te coupe juste un instant. Si tu pouvais t'abonner, liker, partager la vidéo, ça permettrait de soutenir ma chaîne et mon travail. Mon propre moyen mémotechnique que je vais vous partager pour m'en souvenir. Alors, à partir du Soleil, je parle de MVTM, puis J, puis Sun. Ça veut dire MVTM, Mercure, Vénus, Terre, Mars, J pour Jupiter, et Sun, S de Saturne, Uranus, Neptune. C'est le moyen mémotechnique que j'utilise personnellement. Peux-tu m'expliquer la théorie du Big Bang? Bien sûr. La théorie du Big Bang est l'explication scientifique de l'origine de l'univers. Voici les points clés. 1. Origine. Selon cette théorie, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années. À ce moment-là, tout ce qui compose l'univers était concentré en un point extrêmement chaud et dense. 2. Expansion. Ce point a ensuite explosé et a commencé à s'étendre rapidement. Cette expansion continue encore aujourd'hui. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, ce qui signifie que l'univers est toujours en expansion. 3. Formation des éléments. Au fur et à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, des particules se sont formées. Les premières réactions ont créé des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium. 4. Formation des étoiles et des galaxies. Avec le temps, ces éléments se sont regroupés pour former des étoiles, des galaxies et d'autres structures que nous voyons aujourd'hui. 5. Évidence. Plusieurs observations soutiennent la théorie du Big Bang. Par exemple, le fond cosmique diffus est un rayonnement qui remplit l'univers, vestige de cette explosion initiale. De plus, les astronomes ont observé que les galaxies s'éloignent les unes des autres. En résumé, la théorie du Big Bang décrit comment l'univers a commencé à partir d'un point unique et s'est développé en un cosmos vaste et complexe. Est-ce que tu penses qu'un jour nous aurons toutes les réponses à l'univers? C'est une question fascinante. L'univers est incroyablement complexe et nous avons déjà fait de grands progrès dans notre compréhension grâce à la science. Cependant, il reste encore beaucoup de mystères à résoudre. Il est possible que nous découvrions de nouvelles réponses à certaines questions fondamentales, comme la nature de la matière noire ou de l'énergie noire. Mais il se peut aussi que certaines questions restent sans réponse, car elles pourraient être au-delà de notre compréhension actuelle. La recherche scientifique est un processus continu. Chaque réponse mène souvent à de nouvelles questions. Donc, même si nous ne pourrons peut-être jamais tout comprendre, chaque découverte nous rapproche d'une meilleure compréhension de notre place dans l'univers. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que la matière noire ou l'énergie noire? Bien sûr. La matière noire et l'énergie noire sont deux concepts importants en astrophysique qui aident à expliquer certains phénomènes observés dans l'univers, mais qui ne sont pas directement visibles. La matière noire. La matière noire est une forme de matière qui ne produit ni lumière ni énergie, ce qui la rend invisible et indétectable par des moyens conventionnels. Elle représente environ 27% de l'univers. Bien que nous ne puissions pas la voir, nous savons qu'elle existe à cause de ses effets gravitationnels. Par exemple, la manière dont les galaxies tournent et la façon dont elles interagissent indiquent qu'il y a plus de masse que ce que nous pouvons observer.
La matière noire aide à expliquer pourquoi les galaxies ne se dispersent pas malgré leur vitesse de rotation élevée. L'énergie noire. L'énergie noire est encore plus mystérieuse et représente environ 70% de l'univers. Elle est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Lorsqu'on observe les galaxies lointaines, les astronomes ont découvert que l'univers ne se contente pas d'expanser, mais qu'il s'accélère, ce qui suggère la présence de cette forme d'énergie. La nature exacte de l'énergie noire est encore inconnue, et elle représente l'un des grands mystères de la cosmologie moderne. En résumé, la matière noire et l'énergie noire sont des éléments essentiels pour comprendre la structure et l'évolution de l'univers, mais elles restent largement inexplorées et mystérieuses. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte qu'aucune matière ni lumière ne peut s'en échapper. Voici les points clés pour mieux comprendre. 1. Formation. Les trous noirs se forment généralement lorsque des étoiles très massives épuisent leur carburant et s'effondrent sous leur propre gravité à la fin de leur vie. Cet effondrement crée une région d'une densité extrême. 2. Horizon des événements, c'est la limite autour d'un trou noir. Une fois qu'un objet franchit cet horizon, il ne peut plus revenir. La gravité à l'intérieur de cet horizon est tellement forte que même la lumière ne peut s'en échapper, ce qui rend les trous noirs invisibles. 3. Type de trous noirs. Il existe plusieurs types de trous noirs. Les trous noirs stellaires se forment à partir d'étoiles individuelles, tandis que les trous noirs supermassifs, qui se trouvent souvent au centre des galaxies, peuvent avoir des millions à des milliards de fois la masse du Soleil. 4. Effet gravitationnel. Les trous noirs peuvent avoir un effet sur leur environnement. Par exemple, ils peuvent attirer des étoiles ou du gaz formant un disque d'accrétion qui tourne autour d'eux. Ce disque peut émettre des radiations avant que la matière ne tombe dans le trou noir. En résumé, un trou noir est une région extrême de l'espace avec une gravité si forte qu'elle capture tout ce qui s'en approche, y compris la lumière. C'est un sujet fascinant qui continue de susciter l'intérêt des scientifiques et des astronomes. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'une supernova? J'en ai déjà entendu parler, mais je ne saurais l'expliquer. Une supernova est une explosion massive qui se produit à la fin de la vie d'une étoile. Voici les points clés pour mieux comprendre. 1. Fin de vie des étoiles. Les supernovas se produisent généralement dans 2 scénarios. Le premier concerne les étoiles massives, qui, après avoir épuisé leur carburant nucléaire, ne peuvent plus maintenir leur équilibre contre la gravité. Cela provoque un effondrement suivi d'une explosion. 2. Explosion. Lorsqu'une étoile explose en supernova, elle libère une quantité incroyable d'énergie et de matière dans l'espace. Cette explosion peut temporairement rendre la supernova plus lumineuse qu'une galaxie entière. 3. Type de supernova. Il existe 2 principaux types de supernova. Les supernovas de type I se produisent dans des systèmes binaires où une étoile naine blanche accumule de la matière d'une étoile voisine jusqu'à atteindre une masse critique et explose. Les supernovas de type 2 se produisent dans des étoiles massives qui ont épuisé leur carburant. 4. Rôle dans l'univers. Les supernovas jouent un rôle crucial dans l'univers. Elles dispersent des éléments lourds comme le fer dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire. Ces éléments sont ensuite intégrés dans de nouvelles étoiles et planètes. En résumé, une supernova est une explosion spectaculaire à la fin de la vie d'une étoile et elle contribue à la création et à la distribution des éléments dans l'univers. Et c'est un événement fascinant qui aide à façonner notre cosmos. Si le Soleil est une étoile, dans combien de temps va-t-il arrêter d'émettre et donc de créer une supernova? Le Soleil est actuellement dans une phase stable de sa vie, appelée la séquence principale. Il lui reste encore environ 5 milliards d'années avant de se transformer en une géante rouge. Voici un aperçu de ce qui va se passer. 1. Phase actuelle. Le Soleil brille grâce à la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Cette phase dure depuis environ 4 milliards et 600 millions d'années et devrait continuer pendant encore environ 5 milliards d'années. Transformation. Après avoir épuisé son hydrogène, le Soleil commencera à fusionner l'hélium en éléments plus lourds, ce qui provoquera une expansion de son atmosphère. Cela le transformera en une géante rouge, englobant éventuellement les planètes intérieures, dont la Terre. 3. Fin de vie. Après cette phase,
le Soleil perdra ses couches externes et formera une nébuleuse planétaire. Ce qui restera du Soleil sera un noyau dense appelé naine blanche, qui brillera lentement au fil des milliards d'années. En résumé, le Soleil est encore bien loin d'éteindre. Il continuera à briller pendant environ 5 milliards d'années avant de subir des changements majeurs. Penses-tu qu'un jour, les humains arriveront à sortir de notre galaxie actuelle? C'est une question intrigante. Actuellement, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour quitter notre galaxie, la Voie lactée. Voyager vers d'autres galaxies nécessiterait des avancées scientifiques et technologiques majeures. Voici quelques points à considérer. 1. Distance énorme. Les galaxies sont séparées par d'énormes distances. La Voie lactée fait environ 100 000 années-lumière de diamètre et la galaxie la plus proche, Andromède, est à environ 2 millions d'années-lumière. Avec notre technologie actuelle, même atteindre les étoiles les plus proches prendrait des milliers d'années. 2. Avancées technologiques. Pour quitter notre galaxie, nous aurions besoin de nouveaux moyens de propulsion, comme des vaisseaux capables de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière. Des concepts théoriques comme la propulsion par fusion ou les voiles solaires sont à l'étude, mais ils en sont encore à un stade précoce. 3. Exploration spatiale. Actuellement, nous concentrons nos efforts sur l'exploration de notre système solaire en envoyant des sondes vers Mars, Jupiter et au-delà. C'est une étape importante avant de penser à des voyages intergalactiques. En résumé, même si ça semble très éloigné, il est difficile de prédire l'avenir de l'exploration spatiale. Avec le temps et les avancées technologiques, peut-être que les humains trouveront un moyen de voyager au-delà de notre galaxie. Mais cela reste encore du domaine de la science-fiction pour l'instant. Peux-tu me donner la vitesse du son et celle de la lumière? Bien sûr. La vitesse du son et celle de la lumière sont très différentes. La vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde, mais cela peut varier légèrement en fonction de la température et de la pression de l'air. La vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 393 000 km par seconde. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information ou la matière peut se déplacer dans l'univers. Pour mettre cela en perspective, la lumière voyage beaucoup plus rapidement que le son. Par exemple, c'est pourquoi nous voyons d'abord la foudre avant d'entendre le tonnerre lors d'un orage. Tout à l'heure, tu disais que tout avait une fin, par rapport à une étoile, par exemple. Maintenant, peux-tu me dire quelle est la durée de vie de la galaxie dans laquelle nous sommes ou de l'univers? Est-ce que s'il y a une fin, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une fin à l'univers, qui est aujourd'hui en expansion? C'est une question profonde et fascinante. Parlons d'abord de la vie de notre galaxie, la Voie lactée, et ensuite de l'univers dans son ensemble. La Voie lactée. La vie de notre galaxie peut s'étendre sur des milliards d'années. Elle a déjà environ 13 milliards d'années et continuera d'évoluer, notamment par des fusions avec d'autres galaxies. Par exemple, la Voie lactée est destinée à fusionner avec la galaxie d'Andromède dans environ 4 milliards d'années, ce qui créera une nouvelle galaxie. L'univers est en expansion depuis le Big Bang. La question de savoir s'il a une fin est complexe et dépend de nombreux facteurs, notamment de la quantité de matière et d'énergie noire. Voici quelques scénarios possibles. 1. Expansion continue. Si l'expansion de l'univers continue indéfiniment, il pourrait se dilater de plus en plus, entraînant une baisse de la densité des galaxies et des étoiles. Cela pourrait conduire à un univers froid et sombre à long terme, souvent appelé le Big Freeze. 2. Big Crunch. Si la gravité finit par dominer, l'univers pourrait s'arrêter d'expanser et commencer à se contracter, aboutissant à un effondrement final appelé Big Crunch. Dans ce scénario, tout se regrouperait en un point. 3. Big Rip. Une autre possibilité est que l'énergie noire, responsable de l'accélération de l'expansion, devienne si forte qu'elle déchirerait tout, y compris les galaxies, les étoiles et même les atomes, dans un événement appelé Big Rip. En résumé, l'avenir de l'univers est incertain et dépend de nombreuses variables. Quoi qu'il en soit, même si tout a une fin, les processus de création et de destruction dans l'univers sont fascinants et font partie intégrante de son évolution. C'est un sujet qui soulève beaucoup de questions sur notre existence et notre place dans le cosmos. Que pensez-vous de ces scénarios? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que la Voie lactée?
la Voie lactée est la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. Voici quelques points clés pour mieux la comprendre. 1. Structure. La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle a une forme en spirale, avec des bras qui s'étendent à partir d'un noyau central. Elle contient des milliards d'étoiles ainsi que des nuages de gaz et de poussière. De taille, elle a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière et contient entre 100 à 400 milliards d'étoiles. Notre Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. 3. Âge. La Voie lactée a environ 13 milliards d'années, presque aussi vieille que l'univers lui-même. 4. Mouvement. La Voie lactée se déplace dans l'univers et est en interaction avec d'autres galaxies. Par exemple, elle est en route pour fusionner avec la galaxie d'Andromède dans environ 4 milliards d'années. 5. Observation. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, la Voie lactée apparaît comme une bande lumineuse. C'est en fait un aperçu des nombreuses étoiles qui composent la galaxie vue de l'intérieur. En résumé, la Voie lactée est notre galaxie, pleine de mystères et de beauté, et elle joue un rôle essentiel dans notre compréhension de l'univers. J'aimerais que tu me parles un peu plus de la Terre et de la Lune. Bien sûr, la Terre et la Lune ont une relation fascinante. Voici quelques points clés sur chacune d'elles. La Terre. Position. La Terre est la troisième planète du système solaire, située à environ 197 millions de kilomètres du Soleil. L'atmosphère possède une atmosphère riche en oxygène et en azote, ce qui permet la vie. Cette atmosphère protège également la surface des rayonnements nocifs et des débris spatiaux. Caractéristiques. La Terre est une planète tellurique, ce qui signifie qu'elle est principalement composée de roches et de métaux. Sa surface est composée de continents, d'océans, de montagnes et de vallées. Vie, c'est la seule planète connue à abriter la vie, avec une grande diversité d'écosystèmes et d'espèces. La Lune. Satellite. La Lune est le satellite naturel de la Terre et se trouve à environ 394 000 km de distance. Par information, on pense que la Lune s'est formée après une collision entre la Terre et un corps de la taille de Mars, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sa surface est couverte de cratères, de mers lunaires, des plaines de basalte et de montagnes. Elle n'a pas d'atmosphère significative, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau liquide à sa surface. Influence sur la Terre. La Lune a un effet important sur la Terre, notamment en influençant les marées. Elle stabilise également l'inclinaison de l'axe terrestre, ce qui aide à réguler le climat. En résumé, la Terre et la Lune sont étroitement liées, chacune ayant un rôle crucial dans le système solaire. La Lune est donc un bout de la Terre qui est devenu un satellite. C'est bien ça? Pas tout à fait, mais c'est une idée courante. La Lune n'est pas un morceau de la Terre qui s'est détaché, mais elle s'est probablement formée après une collision massive entre la Terre et un autre corps céleste, souvent appelé Theia, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Voici un peu plus de détails. 1. Collision. On pense que cette collision a projeté des débris dans l'espace, qui se sont ensuite agglomérés pour former la Lune. Ce processus a donné à la Lune sa composition qui est similaire à celle des roches terrestres. Différence. Bien que la Lune soit liée à la Terre, elle est distincte et a évolué de manière indépendante depuis sa formation. Elle n'a pas d'atmosphère significative et sa surface est très différente de celle de la Terre, avec de nombreux cratères. 3. Relation gravitationnelle. Aujourd'hui, la Lune est un satellite naturel de la Terre, ce qui signifie qu'elle orbite autour d'elle en raison de la force gravitationnelle. Cette relation a des effets comme les marées sur Terre. En résumé, la Lune a été créée par un événement colossal plutôt que d'être un simple morceau de la Terre. Est-ce que la vie est-elle due un petit peu grâce à la Lune ou pas? Oui, la Lune joue un rôle important dans la vie sur Terre, même si elle n'est pas directement responsable de la création de la vie. Voici quelques façons dont la Lune influence notre planète. 1. Stabilité de l'axe terrestre. La Lune aide à stabiliser l'inclinaison de l'axe de la Terre. Cette stabilité est cruciale pour maintenir un climat régulier au fil du temps, ce qui est favorable à la vie. Sans la Lune, l'axe terrestre pourrait varier de manière plus erratique, entraînant des changements climatiques extrêmes. 2. Marées. La gravité de la Lune provoque les marées dans les océans. Ces marées jouent un rôle important dans les écosystèmes côtiers, en influençant la circulation des nutriments et en créant des habitats pour de nombreuses espèces marines. 3. Cycle biologique.
Certaines espèces, comme les coraux et d'autres organismes marins, synchronisent leur cycle de reproduction avec les cycles lunaires. Cela montre comment la Lune peut influencer des comportements biologiques. En résumé, bien que la Lune ne soit pas la cause directe de la vie, elle contribue à créer des conditions favorables sur Terre qui soutiennent la vie. C'est fascinant de voir à quel point tout est interconnecté dans notre système solaire. À quel point la vie est quelque chose de vraiment improbable. À quel point la vie est quelque chose d'improbable. La vie est considérée comme incroyablement improbable pour plusieurs raisons. Premièrement, les conditions nécessaires à son émergence sont très spécifiques. Par exemple, la vie telle que nous la connaissons nécessite de l'eau liquide, une température adéquate et une combinaison précise d'éléments chimiques comme le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. De plus, le processus par lequel la vie a émergé sur Terre, souvent appelé abiogenèse, repose sur des événements aléatoires. Les molécules organiques doivent se former et s'organiser d'une manière capable de se reproduire. Ouais. Cela implique de nombreux facteurs et événements peu probables qui se sont produits à des moments spécifiques dans l'histoire de notre planète. Ensuite, même une fois que la vie a commencé, elle a dû faire face à des défis énormes pour survivre. Les extinctions massives, les changements climatiques et les mutations ont décimé de nombreuses espèces. À ce jour, nous connaissons seulement une fraction de toutes les espèces qui ont jamais existé. Enfin, bien que l'univers soit vaste, les conditions idéales pour la vie sont peut-être très rares. Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie ailleurs, mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve définitive. En somme, même si la vie existe, son émergence et sa persistance semblent être le résultat d'une série d'événements improbables. Cela soulève des questions fascinantes sur notre place dans l'univers et sur la nature même de la vie. À quel point il est possible d'avoir d'autres vies dans l'univers autres que celle qu'on vit actuellement. La possibilité d'autres formes de vie dans l'univers est un sujet de grand intérêt et de débat parmi les scientifiques. Voici quelques points clés à considérer. 1. Taille de l'univers. L'univers est incroyablement vaste, avec des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles et potentiellement des milliards de planètes. Cela augmente les chances que certaines d'entre elles aient des conditions favorables à la vie. 2. Zones habitables. De nombreuses recherches se concentrent sur les zones habitables autour des étoiles où la température permet à l'eau liquide d'exister. Les exoplanètes découvertes dans ces zones sont des candidates intéressantes pour la recherche de la vie. 3. Diversité des conditions. La vie sur Terre a montré qu'elle peut exister dans une grande variété de conditions extrêmes, comme dans des sources chaudes, des environnements très acides ou même des profondeurs marines. Cela suggère que la vie pourrait s'adapter à des conditions différentes sur d'autres planètes. 4. Recherche active. Des missions comme le télescope spatial James Webb et des missions vers Mars et les lunes de Jupiter et de Saturne comme Europa et Encelade cherchent activement des signes de vie. Ces recherches visent à trouver des preuves de vie microbienne ou de conditions propices à la vie. 5. Silence radio. La question de pourquoi nous n'avons pas encore détecté de signaux d'autres civilisations, souvent appelée le paradoxe de Fermi, soulève des questions sur la fréquence et la nature des autres formes de vie intelligentes. En résumé, bien que les conditions favorables à la vie puissent être rares, la taille et la diversité de l'univers rendent possible l'existence d'autres formes de vie. Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons pas de preuves concluantes. La recherche continue d'explorer cette question passionnante. Tu m'as parlé d'un effet spécifique, l'effet Dроmi, me semble. Peux-tu m'en dire plus? Je pense que vous faites référence à l'effet de Rami, qui est un concept lié à la façon dont les signaux radio pourraient être reçus dans le cadre de la recherche de civilisations extraterrestres. Cet effet fait partie de discussions plus larges sur la possibilité de communication interstellaire. Qu'est-ce que l'effet Doppler en astronomie? L'effet Doppler, souvent appelé effet doubleur dans certains contextes, est un phénomène en astronomie et en physique qui décrit comment la fréquence des ondes, comme la lumière ou le son, change en fonction du mouvement de la source par rapport à l'observateur. Voici les points essentiels. 1. Mouvement relatif. Si une source d'onde s'éloigne de l'observateur, les ondes s'étirent, ce qui donne lieu à un décalage vers le rouge, ou redshift dans le cas de la lumière.
Cela signifie que les longueurs d'onde de la lumière deviennent plus longues et apparaissent plus rouges. A l'inverse, si la source se rapproche, les ondes se contractent, ce qui donne un décalage vers le bleu ou blue shift, avec des longueurs d'onde plus courtes. 2. Utilisation en astronomie. L'effet Doppler est utilisé pour déterminer le mouvement des étoiles et des galaxies. Par exemple, les astronomes peuvent mesurer le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines pour comprendre si elles s'éloignent de nous et à quelle vitesse, ce qui fournit des preuves de l'expansion de l'univers. 3. Découverte. Cet effet a été fondamental dans la découverte que l'univers est en expansion. Plus une galaxie est éloignée, plus son décalage vers le rouge est important, ce qui indique qu'elle s'éloigne rapidement de nous. En résumé, l'effet Doppler est un outil précieux en astronomie pour étudier le mouvement des objets célestes et comprendre des phénomènes comme l'expansion de l'univers. Tout à l'heure, nous avons parlé de la mort des étoiles. Mais peux-tu m'expliquer comment naissent les étoiles et les planètes? Bien sûr, la naissance des étoiles et des planètes se produit dans des régions denses de l'espace appelées nébuleuses. Voici un aperçu du processus. 1. Formation d'une nébuleuse. Tout commence dans une nébuleuse qui est un nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Ces nuages peuvent être formés de l'hydrogène, de l'hélium et d'autres éléments. Les nébuleuses peuvent être les restes d'anciennes étoiles ou des régions de formation d'étoiles. Effondrement gravitationnel. À un moment donné, une perturbation comme l'explosion d'une supernova ou l'interaction gravitationnelle avec une autre étoile peut provoquer l'effondrement d'une partie de ce nuage. La gravité attire le gaz et la poussière vers le centre, créant un noyau dense. 3. Formation d'une proto-étoile. Au fur et à mesure que le matériau s'effondre, il se réchauffe en raison de la compression. Une proto-étoile se forme lorsque la température et la pression deviennent suffisamment élevées au centre pour commencer les réactions de fusion nucléaire. 4. Fusion nucléaire. Lorsque les conditions sont adéquates, la fusion de l'hydrogène en hélium commence et la proto-étoile devient une étoile. Cette phase marque le début de la vie de l'étoile, qui émet de la lumière et de la chaleur. 5. Formation de planètes. Pendant que l'étoile se forme, le matériau qui ne tombe pas dans la proto-étoile reste en orbite autour d'elle. Ce matériau peut s'agglomérer pour former des planètes, des lunes, des astéroïdes et d'autres corps célestes. Ce processus s'appelle l'accrétion. 6. Système solaire. Dans le cas de notre système solaire, il a fallu des millions d'années pour que les planètes se forment à partir des débris restants après la naissance du Soleil. En résumé, les étoiles naissent dans des nébuleuses à travers un processus d'effondrement gravitationnel, de réchauffement et de fusion nucléaire. Les planètes se forment à partir du matériel restant qui orbite autour des jeunes étoiles. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'une nébuleuse? Assez simplement. Une nébuleuse est un grand nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Elle est souvent le lieu où naissent les étoiles. Les nébuleuses peuvent être très colorées et lumineuses à cause des gaz qu'elles contiennent. Il existe plusieurs types de nébuleuses. 1. Nébuleuses de formation d'étoiles. Ce sont des endroits où la matière s'effondre pour former des étoiles. 2. Nébuleuses planétaires. Ce sont des nuages de gaz qui se forment lorsque des étoiles de faible masse, comme notre Soleil, commencent à mourir et expulsent leur couche externe. 3. Nébuleuses sombres. Ce sont des régions où la poussière bloque la lumière des étoiles derrière elles, apparaissant donc comme des zones sombres dans le ciel. En résumé, les nébuleuses sont des nuages dans l'espace qui jouent un rôle clé dans la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Peux-tu me dire la différence entre un astéroïde, une comète et une météorite? Bien sûr, voici la différence entre un astéroïde, une comète et une météorite, expliquée simplement. 1. Astéroïde. C'est un petit corps rocheux ou métallique qui orbite autour du Soleil, principalement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ils sont souvent irréguliers en forme et peuvent varier en taille, allant de quelques mètres à des centaines de kilomètres de diamètre. 2. Comète. C'est un corps céleste fait de glace, de poussière et de roches. Quand une comète s'approche du Soleil, la chaleur fait fondre la glace, créant une queue brillante de gaz et de poussière qui s'étend loin derrière. Les comètes ont des orbites elliptiques et peuvent venir de régions éloignées du système solaire comme le nuage d'Oort. 3. Météorite.
c'est un morceau de matériau provenant d'un astéroïde ou d'une comète qui entre dans l'atmosphère terrestre. Si ce morceau atteint la surface de la Terre sans se désintégrer complètement, on l'appelle une météorite. Avant d'atteindre la surface, quand il brûle dans l'atmosphère, on l'appelle une météore. En résumé, les astéroïdes et les comètes sont des corps qui orbitent autour du Soleil, tandis qu'une météorite est un fragment qui a atteint la Terre. J'aimerais en apprendre plus sur la gravité par rapport à l'univers, la galaxie, la gravité en général. La gravité est une force fondamentale de l'univers qui joue un rôle crucial dans la formation et le mouvement des objets célestes. Voici un aperçu de la gravité dans le contexte de l'univers et des galaxies. 1. Qu'est-ce que la gravité? La gravité est la force d'attraction entre deux masses. Plus la masse d'un objet est grande, plus sa force gravitationnelle est forte. Par exemple, la Terre attire tout ce qui a une masse, ce qui nous maintient sur sa surface. 2. Gravité dans l'univers. À l'échelle de l'univers, la gravité est responsable de la formation des étoiles, des planètes, des galaxies et même des amas de galaxies. Elle attire la matière ensemble, créant des structures complexes. 3. Formation des galaxies. Les galaxies se forment à partir de vastes nuages de gaz et de poussière. La gravité joue un rôle clé en attirant ces matériaux, permettant leur effondrement et leur agglomération en étoiles et en systèmes planétaires. 4. Influence sur les mouvements. La gravité régule les mouvements des objets dans l'univers. Par exemple, elle maintient les planètes en orbite autour des étoiles et les étoiles en orbite au sein des galaxies. Dans une galaxie, les étoiles plus proches du centre sont attirées plus fortement, ce qui influence leur vitesse et leur trajectoire. 5. Gravité et relativité. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité n'est pas seulement une force, mais aussi une courbure de l'espace-temps. Les objets massifs, comme les étoiles et les planètes, déforment l'espace autour d'eux, ce qui influence le mouvement des autres objets. 6. Effet de la gravité. La gravité peut également provoquer des phénomènes fascinants, comme les marées sur Terre causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune, ou encore des lentilles gravitationnelles où la lumière des objets lointains est déformée par la gravité d'objets massifs en premier plan. En résumé, la gravité est une force essentielle qui façonne l'univers à grande échelle, influençant la formation des galaxies et le mouvement des objets célestes. Tout à l'heure, tu parlais des forces fondamentales et immuables de l'univers. J'aimerais que tu m'en décrives un petit peu, le plus simplement possible, quelles sont ces forces fondamentales. Il existe 4 forces fondamentales dans l'univers qui sont responsables des interactions entre les particules. Voici un aperçu simple de chacune d'elles. 1. Gravité. C'est la force d'attraction entre les objets qui ont une masse. Elle maintient les planètes en orbite autour des étoiles et nous garde ancrés au sol. La gravité est la plus faible des forces fondamentales, mais elle a un impact énorme à grande échelle. 2. Force électromagnétique. Cette force agit entre les charges électriques. Elle est responsable de la lumière, des interactions entre les atomes et de la force qui maintient les électrons en orbite autour du noyau de l'atome. Elle est beaucoup plus forte que la gravité et joue un rôle crucial dans la chimie et la physique. 3. Force nucléaire forte. C'est la force qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau des atomes. Elle est extrêmement puissante, mais elle agit sur des distances très courtes, de l'ordre de la taille d'un noyau atomique. 4. Force nucléaire faible. Cette force est responsable de certains types de désintégration radioactive et des réactions nucléaires, comme celles qui se produisent dans le Soleil. Elle agit aussi sur de très courtes distances et est plus faible que la force forte, mais elle joue un rôle essentiel dans le processus de fusion nucléaire. Ces forces fondamentales sont immuables et agissent à différentes échelles et dans différents contextes, façonnant tout ce qui existe dans l'univers. Qu'est-ce qu'une étoile filante? Une étoile filante est le terme courant utilisé pour désigner une météore. C'est un phénomène qui se produit lorsque des petits morceaux de matière, appelés météoroïdes, entrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse. Voici ce qui se passe. 1. Entrée dans l'atmosphère. Quand un météoroïde pénètre dans l'atmosphère, il rencontre une résistance de l'air. Cette friction chauffe le météoroïde à des températures très élevées. 2. Lueur brillante. À mesure qu'il se réchauffe, le météoroïde commence à briller et à émettre de la lumière, créant ce que nous voyons comme une étoile filante. Ce phénomène ne dure que quelques secondes. 3.
Désintégration, la plupart des météoroïdes se désintègrent complètement avant d'atteindre la surface de la Terre. Si un morceau de ce météoroïde atteint effectivement le sol, on l'appelle une météorite. En résumé, une étoile filante est le résultat de la désintégration d'un météoroïde dans l'atmosphère, créant une lueur brillante qui traverse le ciel pendant un court instant. Tout à l'heure, tu me parlais de la théorie de la relativité d'Einstein. Explique-nous, s'il te plaît, ce que c'est. La théorie de la relativité d'Einstein comprend deux parties, la relativité restreinte et la relativité générale. Voici une explication simple de chacune. 1. Relativité restreinte. Proposée en 1905, cette théorie traite de la physique dans des situations où les objets se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Les points clés incluent le principe de relativité. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs, peu importe leur vitesse. La constance de la vitesse de la lumière. La lumière se déplace toujours à la même vitesse, environ 300 000 km par seconde, peu importe la vitesse de la source ou de l'observateur. E et mc kg. Cette fameuse équation signifie que l'énergie E et la masse m sont interchangeables et qu'une petite quantité de masse peut être convertie en une grande quantité d'énergie. De relativité générale, proposée en 1915, cette théorie élargit la relativité restreinte pour inclure la gravité. Voici ses idées principales. La gravité comme courbure de l'espace-temps. Einstein a expliqué que la gravité n'est pas simplement une force, mais plutôt une déformation de l'espace-temps causée par la présence de masse. Par exemple, une étoile ou une planète courbe l'espace-temps autour d'elle, ce qui influence le mouvement des autres objets. Effet sur le temps. La relativité générale montre également que le temps passe différemment selon la force de gravité. Plus on est près d'un objet massif, plus le temps s'écoule lentement par rapport à un endroit éloigné de la gravité. En résumé, la théorie de la relativité a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. J'aimerais que tu me parles de la température dans le Soleil, autour du Soleil, sur la planète Terre et sur la Lune. Bien sûr, voici un aperçu des températures au Soleil, autour du Soleil, sur la Terre et sur la Lune. Température du Soleil. La température du Soleil varie selon la région. À la surface, appelée la photosphère, elle est d'environ 5500 degrés Celsius. Dans le noyau, où se produisent les réactions de fusion nucléaire, la température atteint environ 15 millions de degrés Celsius. 2. Température autour du Soleil. La température dans l'espace près du Soleil dépend de la distance. Plus on s'éloigne du Soleil, plus la température diminue. Par exemple, dans la ceinture d'astéroïdes, elle peut être autour de moins 50 degrés Celsius. 3. Température sur Terre. La température moyenne sur Terre varie en fonction de nombreux facteurs, y compris la latitude et la saison. En moyenne, elle est d'environ 15 degrés Celsius. Cependant, elle peut aller de moins 50 degrés dans les régions polaires à plus de 40 degrés Celsius dans les déserts. 4. Température sur la Lune. La température sur la Lune varie énormément entre le jour et la nuit. Pendant la journée lunaire, elle peut atteindre environ plus de 100 degrés Celsius. La nuit, elle peut descendre à moins 200 degrés Celsius. Cela est dû à l'absence d'atmosphère pour réguler la température. En résumé, la température varie considérablement selon l'endroit dans notre système solaire. Pourquoi sur Terre le ciel est-il bleu le jour et noir la nuit? Le ciel est bleu le jour et noir la nuit à cause de la manière dont la lumière du soleil interagit avec l'atmosphère terrestre. 1. Le ciel bleu le jour. Lorsque la lumière du soleil entre dans l'atmosphère, elle se compose de différentes couleurs, chacune ayant une longueur d'onde différente. La lumière bleue a une longueur d'onde plus courte et est diffusée dans toutes les directions par les molécules d'air et les particules dans l'atmosphère. C'est ce phénomène de diffusion Rayleigh qui rend le ciel bleu, car nous voyons plus de lumière bleue que des autres couleurs. 2. Le ciel noir la nuit. La nuit, la Terre se retrouve dans l'ombre du soleil. Sans la lumière directe du soleil pour illuminer l'atmosphère, il n'y a plus de diffusion de la lumière et le ciel apparaît noir. À la nuit tombée, nous pouvons voir les étoiles et les autres objets célestes qui émettent leur propre lumière, ou reflètent celle du soleil. En résumé, le ciel est bleu le jour en raison de la diffusion de la lumière du soleil par l'atmosphère, et il est noir la nuit parce que nous ne recevons pas de lumière directe. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est une éclipse solaire.
Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, bloquant partiellement ou complètement la lumière du Soleil. Voici les différents types d'éclipses solaires. 1. Éclipse solaire totale. Cela se produit lorsque la Lune couvre complètement le Soleil. Pendant quelques minutes, il fait très sombre comme si c'était la nuit. La couronne solaire, qui est l'atmosphère extérieure du Soleil. Cela n'arrive que dans une zone très étroite de la surface de la Terre, appelée le chemin de la totalité. 2. Éclipse solaire partielle. Dans ce cas, la Lune ne couvre qu'une partie du Soleil. Cela signifie que selon l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, vous verrez une portion du Soleil obscurcie. 3. Éclipse solaire annulaire. Cela se produit lorsque la Lune est trop loin de la Terre dans son orbite pour couvrir complètement le Soleil. Au lieu de cela, un anneau de lumière solaire reste visible autour de la Lune, créant un effet d'anneau de feu. Les éclipses solaires se produisent plusieurs fois par an, mais elles ne sont visibles que depuis certaines régions de la Terre à un moment donné. Les éclipses sont des événements spectaculaires et peuvent être étudiés pour en apprendre davantage sur le Soleil et l'atmosphère terrestre. Explique-moi comment ça se fait qu'à l'œil nu, nous pouvons voir les étoiles briller alors que c'est si loin. Nous pouvons voir les étoiles briller à l'œil nu pour plusieurs raisons. 1. Luminosité des étoiles. Les étoiles produisent leur propre lumière par des réactions nucléaires dans leur noyau qui dégagent une énorme quantité d'énergie. Certaines étoiles sont très lumineuses, ce qui les rend visibles même depuis la Terre malgré les grandes distances. 2. Distance. Bien que les étoiles soient très éloignées, leur lumière parcourt l'espace et atteint nos yeux. Certaines étoiles que nous voyons sont à des milliers, voire des millions d'années-lumière de nous. Ça signifie que la lumière que nous voyons aujourd'hui a été émise il y a longtemps. 3. Atmosphère terrestre. L'atmosphère joue également un rôle. Lorsque la lumière des étoiles entre dans l'atmosphère, elle peut être légèrement diffusée, mais cela ne diminue pas beaucoup leur éclat. Parfois, l'atmosphère peut rendre les étoiles scintillantes en raison des turbulences dans l'air, ce qui fait que leur lumière semble clignoter. 4. Sensibilité de l'œil humain. Nos yeux sont très sensibles à la lumière, ce qui nous permet de détecter même les étoiles les plus faibles dans un ciel nocturne sombre. En résumé, la combinaison de la luminosité des étoiles, la distance qu'elles parcourent pour atteindre la Terre, l'effet de l'atmosphère et la sensibilité de notre œil nous permet de voir les étoiles briller. Est-ce que c'est vrai que la Lune s'éloigne en permanence de la Terre ? Oui, c'est vrai. La Lune s'éloigne lentement de la Terre. En moyenne, elle s'éloigne d'environ 3 cm par an. Ce phénomène est dû aux forces gravitationnelles entre la Terre et la Lune. Voici comment cela fonctionne. 1. Marée. L'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre crée des marées. Lorsque la Terre tourne, elle entraîne un peu de la Lune avec elle, ce qui transfère de l'énergie. 2. Énergie cinétique. Ce transfert d'énergie fait que la Lune se déplace sur une orbite plus large, ce qui signifie qu'elle s'éloigne progressivement de la Terre. 3. Temps. Bien que ce déplacement soit très lent, il a des conséquences à long terme. Par exemple, il y a des millions d'années, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. En résumé, la Lune s'éloigne effectivement de la Terre et ce phénomène est causé par l'interaction gravitationnelle entre les deux corps. Où se trouve et quel est le nom du plus gros télescope qui existe sur Terre ? Le plus grand télescope optique sur Terre est le télescope de Gran Telescopio Canarias, souvent abrégé en GTC. Il se trouve sur l'île de La Palma, dans les îles Canaries, en Espagne. Le GTC a un miroir principal d'une taille impressionnante de 10 mètres de diamètre, ce qui lui permet de collecter une grande quantité de lumière et d'observer des objets très éloignés dans l'univers. Ce télescope est utilisé pour diverses recherches astronomiques, allant de l'étude des étoiles et des galaxies à la recherche d'exoplanètes. Dans combien de temps tu penses qu'un humain pourra aller sur Mars pour y créer une petite civilisation de 10, 15 personnes ? Estimer quand un humain pourrait aller sur Mars et y établir une petite civilisation de 10 à 15 personnes est complexe et dépend de plusieurs facteurs. Actuellement, des missions habitées vers Mars sont envisagées pour les années 28 et 29 par des agences comme la NASA et des entreprises privées comme SpaceX. Pour créer une petite civilisation sur Mars, il faudrait 1. Technologie. Développer des technologies pour le transport, la survie, la production de nourriture et la création d'abris. Et cela pourrait prendre encore plusieurs années après les premières missions.
2. Infrastructure. Établir une infrastructure pour le soutien des missions à long terme, comme des habitats durables, des systèmes d'eau et d'air et des moyens de communication. 3. Logistique. Assurer un approvisionnement régulier en ressources depuis la Terre, du moins au début, jusqu'à ce que la colonie soit autosuffisante. En résumé, il pourrait falloir quelques décennies, peut-être d'ici les années 30 ou 40, pour établir une petite colonie sur Mars. Cependant, tout cela dépendra des avancées technologiques, des financements et de la volonté politique. Je sais que l'être humain est un explorateur au fond de lui, mais nous avons une planète aujourd'hui qui est magnifique. Pourquoi ne pas chercher à la rendre plus belle plutôt qu'à mettre des financements dans le fait d'aller ailleurs que sur notre planète, comme Mars par exemple? Qu'en penses-tu? C'est une question très pertinente et souvent débattue. Beaucoup de gens estiment qu'il est crucial de préserver et d'améliorer notre propre planète avant de penser à coloniser d'autres mondes. Voici quelques points à considérer. 1. Préservation de la Terre. La Terre a une biodiversité et des écosystèmes uniques. Travailler à leur préservation et à la restauration de l'environnement est essentiel pour notre santé et notre bien-être. 2. Investissement dans la technologie. Les ressources investies dans l'exploration spatiale peuvent aussi bénéficier à la Terre. Par exemple, les technologies développées pour l'espace ont souvent des applications sur Terre, comme dans les domaines de la santé, de l'énergie et des communications. 3. Exploration comme inspiration. L'exploration spatiale peut aussi servir de source d'inspiration pour la préservation de la Terre. En voyant d'autres planètes et en comprenant notre place dans l'univers, cela peut renforcer notre désir de protéger notre propre planète. 4. Dualité des efforts. De nombreuses personnes pensent qu'il est possible de faire les deux. Investir dans la préservation de la Terre tout en continuant à explorer l'espace. Les deux objectifs ne s'excluent pas mutuellement. La préservation de la Terre est d'une importance vitale, tout comme l'exploration spatiale peut nous aider à comprendre notre univers et à garantir l'avenir de l'humanité. Lorsque les premiers hommes regardaient le ciel, à quoi ils pensaient en regardant les étoiles qui brillent? Les premiers hommes qui regardaient le ciel et les étoiles pouvaient avoir plusieurs réflexions et interprétations. Voici quelques idées sur ce à quoi ils pouvaient penser. 1. Mythes et légendes. Beaucoup de cultures anciennes ont créé des mythes autour des étoiles et des constellations. Ils pouvaient voir des figures ou des animaux dans le ciel et les relier à des histoires ou des légendes. 2. Orientation. Les étoiles étaient également utilisées pour la navigation. Les peuples nomades pouvaient se servir des étoiles pour se repérer et trouver leur chemin, surtout la nuit. 3. Saisons et agriculture. Observer les étoiles et les mouvements des corps célestes pouvait les aider à comprendre les saisons. Cela était crucial pour l'agriculture, car ils pouvaient déterminer les meilleurs moments pour planter et récolter. 4. Questions existentielles. Les étoiles pouvaient aussi susciter des questions profondes sur leur place dans l'univers, la vie et la mort. Cela pouvait mener à des réflexions philosophiques et spirituelles. Le spectacle du ciel étoilé pourrait inspirer des sentiments de beauté et de mystère. En somme, pour les premiers hommes, le ciel et les étoiles étaient une source d'inspiration, de guidance et de questionnement. Que penses-tu de l'avenir de l'être humain par rapport à l'astronomie? L'avenir des êtres humains par rapport à l'astronomie est très prometteur et excitant. Voici quelques réflexions sur ce sujet. 1. Exploration spatiale. Avec des missions planifiées vers Mars et au-delà, l'exploration spatiale pourrait s'intensifier. Nous pourrions voir des colonies humaines sur d'autres planètes comme Mars ou même des bases sur la Lune, ce qui élargirait notre présence dans le système solaire. 2. Technologie et recherche. Les avancées en astronomie et en astrophysique nous aident à mieux comprendre l'univers. Des télescopes plus puissants, comme le télescope James Webb, permettent d'explorer des régions de l'univers que nous n'avons jamais vues auparavant, révélant des détails sur la formation des étoiles, des galaxies et même des exoplanètes. 3. Vie extraterrestre. La recherche de la vie ailleurs dans l'univers est un domaine passionnant. Des missions comme celle vers Europa ou Encelade, qui explorent des lunes de Jupiter et Saturne, cherchent des signes de vie. Cela pourrait avoir des implications profondes sur notre compréhension de la vie et de notre place dans l'univers. 4. Éducation et sensibilisation. L'astronomie inspire de nombreuses personnes et stimule l'intérêt pour la science et la technologie.
Cela pourrait encourager les jeunes à s'engager dans des carrières scientifiques, contribuant à l'avancement des connaissances. 5. Questions éthiques et sociétales. L'avenir de l'exploration spatiale soulève des questions éthiques, comme la préservation des environnements extraterrestres et la manière dont nous gérons les ressources. Il est important de réfléchir à ces questions alors que nous avançons. En résumé, l'avenir des êtres humains en lien avec l'astronomie est riche en opportunités d'exploration, de découverte et d'innovation. Cela pourrait profondément changer notre compréhension de l'univers et notre place au sein de celui-ci.